Fan de crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission Fan du crédit. Et aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur de recevoir Fabien Nefing. Bonjour Fabien. Bonjour Bruno. Alors, les gens te voient peut-être un peu moins que le big boss là-dessus, mais directeur général adjoint de Crédit Logement. Et on va parler forcément stats. On arrive à la fin de l'année, l'émission sera publiée et diffusée sans doute courant janvier. Dans tous les cas, l'heure d'un premier bilan sur la production de crédit, sachant qu'on a passé 2 années un peu compliquées, on va quand même se l'avouer, mais compliquées aussi parce qu'elle fait référence à des années précédentes qui étaient euphoriques, et on oublie souvent que le caractère exceptionnel ne peut pas être récurrent. Mais voilà, là-dedans, c'est aussi des certain nombre d'autres choses qui bougent dans ce monde du crédit immobilier, au niveau des banques, au niveau des cautionneurs et des garantisseurs, et puis aussi au monde des intermédiaires par rapport à un marché qui est complexe aussi à anticiper et à appréhender. Et on va pas parler du contexte politique qui aujourd'hui, qui quand même détermine parfois certaines influences ou certains axes de développement. Alors, on va recommencer par ça. Fabien, qui es-tu? Et on va juste rappeler, si normalement tout le monde connaît Crédit Logement, un petit peu le rôle de Crédit Logement et ses particularités. Merci Bruno, déjà, merci de nous inviter pour pouvoir expliquer un peu ce qu'est notre métier, pouvoir expliquer nos chiffres également, parce que comme tu le mentionnes, on n'est pas forcément dans un paysage qui est toujours facile à lire. Alors on a la chance d'avoir, nous, un observatoire qui nous permet quand même de manière trimestrielle de pouvoir commenter les chiffres, de pouvoir dire où on en est sur ce marché de l'immobilier qui est un marché crucial et important pour les emprunteurs, hein. C'est souvent un projet de vie. Donc c'est un grand bonheur pour nous d'être ici avec toi ce matin pour pouvoir expliquer tout ça. Donc moi, comme tu l'as dit, je suis directeur général délégué de Crédit Logement. Je m'occupe d'un certain nombre de domaines au sein de ce bel établissement, dont, et c'est celui qui va nous concerner aujourd'hui, le développement et la production. Crédit Logement, je pense que ça peut être intéressant de remettre en perspective ce qu'est Crédit Logement. Et pour mieux le mettre en perspective, pour être sûr de bien finalement faire toucher du doigt ce sujet de la caution, c'est peut-être de repartir sur, en gros, quand on veut faire une acquisition immobilière, comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Un emprunteur, déjà, il va commencer à aller voir son banquier et il va faire une demande de crédit immobilier. En règle générale, on a quelques opérations. On voit quand même que c'est une tendance de fond qui a pu s'installer sur les dernières années. Certaines opérations sont totalement autofinancées, mais en règle générale, c'est pas le cas. Donc l'emprunteur va voir bien évidemment son banquier va faire une analyse du dossier. Il va dire, alors parfois il va se faire aider d'ailleurs par des professionnels, donc des courtiers notamment, qui vont pouvoir lui apporter une expertise, leur propre expertise sur la capacité à répondre positivement à cette demande de crédit. Et puis au bout du bout, la pratique bancaire, mais de toute façon, c'est de recourir à une garantie. Et en France, on a un mécanisme qui est assez simple, qui est différent, peut-être qu'on y reviendra dans le cadre de cette intervention, qui n'est pas ce qu'on pratique dans les autres pays européens. On recourt massivement à ce qu'on appelle de la caution. La caution aujourd'hui, pour illustrer, c'est 70% des garanties sur les crédits immobiliers qui sont octroyés. Et c'est une tendance qui a tendance vraiment à progresser. C'est une lame de fond, oui, c'est ça. C'est une lame de fond. Aujourd'hui, l'hypothèque est plus ce qui est pratiqué d'ailleurs dans les pays anglo-saxons. On est tombé, pour tout dire, au mois de juin de l'année 2025, on était tombé à 15%. Donc on voit que l'hypothèque perd finalement en poids et en présence, et c'est plutôt la caution qui a tendance à gagner en vigueur depuis maintenant plusieurs années. Et à l'intérieur de ce paysage de la garantie de la caution, Crédit Logement, on va dire, c'est un peu l'éléphant dans la pièce. C'est celui qui fait à peu près un tiers des garanties immobilières en France, donc 50% du marché de la caution. Donc, en quelques chiffres, parce que ça illustre bien le poids souvent, Crédit Logement, depuis qu'il est créé en 1975, on a fêté nos 50 ans cette année. Félicitations. Personne ne les fait dans la maison. Et on est convaincu qu'on a encore de belles années devant nous et qu'on fêtera dans 50 ans notre centenaire, bien évidemment. Et donc, Crédit Logement, c'est depuis sa création plus de 10 millions d'emprunteurs qui ont été accompagnés. Et j'aime bien le terme accompagné, parce que nous, on est là dans un
projet de vie, souvent. Donc, on a accompagné 10 millions d'emprunteurs. Et puis, si on fait vraiment le chiffre qui souvent parle beaucoup, c'est 420 milliards aujourd'hui d'encours de prêts qui est garanti par Crédit Logement. Donc, on voit que c'est un acteur aujourd'hui... 1300 milliards à peu près, 1200 milliards sur l'ensemble du marché. 1300 milliards. Oui, c'est ça. 1300 milliards. Donc, c'est un poids plus que significatif en 50 ans. Quoi. Exactement. C'est un tiers, en gros, un tiers de l'activité sur le crédit immobilier. Donc, c'est vraiment... et ce qu'on se plaît à dire souvent, c'est qu'on est un peu l'acteur qui est invisible et en même temps essentiel. Invisible parce que les gens, souvent, quand ils sont en relation avec leur établissement bancaire, Crédit Logement, pour eux, c'est un peu transparent. C'est l'établissement bancaire qui est en relation avec nous, qui va faire toutes les démarches. Et en même temps, on est vraiment l'acteur essentiel parce qu'on permet finalement cette fluidité de l'acquisition immobilière. Et moi j'aime bien souvent, on est souvent invité, y compris dans des missions, parfois là on a participé à une mission du CCSF sur le mécanisme de l'octroi de crédit immobilier. Et souvent moi ce que je dis, pour bien résumer, Crédit Logement, l'avantage de Crédit Logement, c'est que c'est plus simple. Parce que finalement, il n'y a pas besoin de faire des actes notariés, il n'y a pas besoin de faire des mains levées, il n'y a pas besoin de toute cette paperasse quelque part qui peut être générée par l'hypothèque. Donc ça, c'est un poids et c'est un avantage certain. C'est plus rapide, parce que nous, il faut savoir que dans nos mécanismes, finalement, on peut avoir des décisions très rapides. La grande majorité, plus de la moitié des décisions se prennent dans la seconde. Et il y a l'autre moitié qui seront pris dans un délai qui sera inférieur à 24 heures. En règle générale. Quand tu dis dans la seconde, c'est parce qu'en fait, il y a des règles, des algorithmes qui font que si ça coche toutes les cases, et d'ailleurs, ça se fait même parfois au niveau d'une sorte de délégation au niveau des banques, qui permettent, à partir du moment où ils voient que c'est complètement validé, peuvent effectivement afficher la garantie caution logement. Alors, nous, on n'a pas de délégation qui est donnée à part entière, oui, c'est ça. Parler à l'établissement bancaire. Par contre, tu as tout à fait raison. C'est que depuis la création, en fait, Crédit Logement a été très novateur et a été à la pointe de l'innovation. C'est-à-dire que nous, des systèmes experts, des systèmes de scoring, on les a depuis plus de 20 ans. Et donc, on a une mécanique aujourd'hui qui nous permet finalement de décider très rapidement sur des dossiers de crédit parce qu'on sait, on a même mis un peu... Alors, certains, j'aime pas trop le mot intelligence artificielle parce qu'il est un peu galvaudé aujourd'hui. On met un peu ces sujets-là à tout va. Vous avez industrialisé ou hyper industrialisé certains automatismes. Là, et puis on a des liaisons directes. Et là, tu as raison avec les établissements bancaires. On est complètement relié avec eux en EDI, en web service. Alors c'est pour faire simple pour ceux qui nous écoutent, ce sont des liaisons informatiques automatisées qui nous permettent finalement de traiter jusqu'à 2000 opérations par jour. Donc c'est quand même énorme, important, c'est très très important. Et puis d'avoir des temps de réponse ultra rapides. Donc c'est plus simple, c'est plus rapide. Et puis on a quand même le troisième élément du triptyque, c'est que c'est moins cher. C'est moins cher que l'hypothèque. Aujourd'hui, quand on intègre la restitution, parce qu'on a un fonds de mutualisation qui permet par ailleurs de bien agir sur cette responsabilité un peu sociétale que l'on a vis-à-vis des emprunteurs. Et nous, à la fin, on va restituer une partie, finalement, de ce qui a été versé par l'emprunteur dans le cadre du fonds de mutualisation, quand tout s'est bien passé. Et donc, quand on met tout bout à bout, in fine, ça va lui coûter à peu près entre 0,5 et 0,6%. Tout ça est en fonction du montant, bien évidemment, du crédit. Et donc, l'emprunteur paiera moins cher que s'il prenait un PPD ou s'il prenait une hypothèque conventionnelle classique. Complètement. Alors, j'en atteste personnellement pour avoir utilisé dans des projets personnels 2 fois là-dessus, et c'est effectivement ce fonds mutuel garanti qui est restituable en fonction de, on va pas rentrer dans le détail, mais en fonction du taux de sinistralité sur la même maturité, des choses comme ça. Donc, et effectivement, j'atteste que c'est remboursé dans tous les cas. C'est souvent la banque qui fait la demande puisqu'elle est à l'initiative de la demande et de la gestion du remboursement participation. Sur ces sujets-là, là-dessus, est-ce qu'on n'a pas, c'était pas forcément prévu dans mes questions, mais est-ce qu'on n'a pas justement déresponsabilisé un peu le client de l'enjeu quand on lui dit systématiquement caution le crédit logement, c'est pratique, il n'y a pas d'engagement, c'est pas inscrit en hypothèque, donc vous n'aurez pas de frais de levée, etc. Est-ce que c'est pas justement une forme
Les gens sont éduqués à ça ou ça n'a pas d'incidence sur votre taux de sinistralité? Non, ça a finalement assez peu. La sinistralité, elle est vraiment très, pour nous, ancrée dans un paysage économique et on voit que nos sinistralités, et d'ailleurs globalement, ça se passe très bien en France en termes de... Oui, le marché, on est à 0,18 de défaillance, Voilà. un peu moins de 0,20, etc. Et on voit d'ailleurs que c'est un point qui est important et qui est intéressant pour rebondir un peu sur ta question. Alors, j'y réponds pas totalement, si ce n'est de dire que non, ça n'a pas énormément d'impact et je pense pas qu'on est dans une déresponsabilisation de l'emprunteur. Au contraire, il se sent davantage sécurisé. Comme je dis, la caution, pour un emprunteur, et ça c'est quelque chose qu'on met très en avant, c'est une responsabilité sociétale. Et c'est une responsabilité sociétale à l'entrée, ça veut dire au moment où on regarde le dossier de crédit, parce que nous, on est, comme on dit, on est une garantie active versus une garantie passive qui est l'hypothèque. La garantie passive, c'est quoi? J'ai une garantie sur un bien, si ça va pas bien, je saisis le bien, et puis circuler, il n'y a rien à voir. La garantie active, c'est totalement différent. C'est que nous, on a un double regard sur le dossier de crédit, et on va porter ce double regard. Et on va s'assurer finalement, c'est le principe, on y reviendra peut-être dans le cadre de cette interview, qui est très présent dans le mécanisme français de l'octroi de crédit immobilier, si on s'intéresse à la solvabilité de l'emprunteur. Oui, ce qu'on appelle la LTI. Oui, la loan to income, pour c'est ça, même se dire qui s'oppose en ce moment d'ailleurs un peu au dictat et aux tendances de la Banque Centrale Européenne, qui voudrait qu'on s'accentue un peu plus et on s'adosse un peu plus à la LTV, qui est la valeur des actifs, etc. Mais on parlera effectivement tout à l'heure sur la distribution. Mais cette responsabilité sociétale, et ça, c'est là aussi où je voulais en venir, c'est qu'elle se joue à l'entrée, mais elle se joue aussi à la sortie, cette responsabilité sociétale. Quand je dis à la sortie, alors le terme est peut-être pas le meilleur, le mieux. Au débouclage, c'est ça? Alors, pas au débouclage, mais au moment où potentiellement, on peut avoir des emprunteurs, à un moment qui vont avoir des accidents de la vie. Ça peut arriver. Et nous, dans notre prestation, on a une prestation globale. On fait de l'octroi jusqu'au recouvrement. Et on s'est très tôt nous dit que le recouvrement, ça fait partie de notre responsabilité sociétale. Et le cautionnement, finalement, va mettre l'accent toujours et en premier lieu sur de l'amiable. Ce que tu n'auras pas sur de l'hypothèque. Sur de l'hypothèque, on va sur la saisie immobilière. Donc il y a un côté par ailleurs très procyclique, c'est-à-dire qu'on va aggraver finalement les mécanismes sur le marché de l'immobilier. Nous, notre responsabilité sociétale, elle se joue à l'entrée, elle se joue potentiellement quand il y a une difficulté au niveau de l'emprunteur, pour s'assurer qu'on va permettre à l'emprunteur de conserver son bien. Donc on va essayer de trouver toutes les solutions possibles avec l'emprunteur pour trouver une piste de sortie avec lui. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et c'est en ce sens que, pour répondre plus précisément à ta question, je pense que l'emprunteur, aujourd'hui, quand il a un recours à la caution, il se sent beaucoup plus sécurisé, in fine. Sans qu'il a quelqu'un en face de lui, etc. Et je confirme, pour là aussi, mais là c'était quand j'étais banquier, que ce sujet du recouvrement amiable et des aménagements de restitution, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et ce qui d'ailleurs permet effectivement... la sécurisation, par contre, elle se fait souvent au moment où la personne est confrontée à ça. Et c'est pas toujours évident au moment où elle signe dans ces sujets-là. On va recentrer un peu, à moins que tu aies quelque chose à rajouter sur les actions de Crédit Logement, parce que aujourd'hui c'est je pense qu'on a... C'est une machine qui, malgré sa taille, fonctionne, mais de façon hyper agile. Alors, c'est une superbe machine qui a été construite au fil des années pendant 50 ans. Et c'est surtout que c'est une machine qui a toujours eu cette vision, finalement, de l'innovation et de l'accompagnement du marché qui est celui de l'immobilier. Et par ailleurs, c'est une machine aujourd'hui qui est finalement celle qui est la plus plébiscitée pour accompagner également des formes de mutation de ce marché de l'immobilier. On voit que l'accession à la propriété est en train par endroits un peu de bouger. On voit maintenant... La location-accession qui monte en puissance. Exactement, le BRS, le bail réel solidaire. Oui, ou la PSLA, etc. Exactement. Et ça, l'hypothèque n'y répond pas. L'hypothèque ne peut pas y répondre par nature. Donc le système de cautionnement est très important. Et quand on regarde, d'ailleurs, nous on a cette chance, alors là à un moment, il n'y a pas de, comme on dit, il n'y a pas de mal à se faire du bien. On a cette chance d'être assez sollicité, que ce soit par les agences de notation, parce que on est nous-mêmes notés, et donc forcément, ils viennent nous voir. Mais on peut avoir également, on a eu une mission du FMI qui a demandé à nous regarder quand ils sont venus discuter avec l'État français, ils ont demandé à venir nous consulter et nous voir. Mais en fait,
il y a une forme de consensus qui s'installe, qui vise à dire, mais pourquoi ce modèle français n'est pas plus déployé ailleurs ? Parce que ces organismes spécialisés se rendent bien compte quand même que ce modèle, il a de telles vertus qu'il est finalement beaucoup plus performant que le modèle hypothécaire anglo-saxon. Donc on voit que il y a toujours, et tu le disais au début, besoin de le faire savoir, de le faire connaître, parce que c'est pas forcément au niveau des instances européennes le plus développé, donc c'est pas toujours bien compris. Mais par contre, quand on l'explique, les gens sont unanimes pour dire, mais écoutez, c'est le plus beau modèle qui puisse exister pour garantir du crédit immobilier aujourd'hui. Alors, je vais juste te faire sourire et puis peut-être flatter, c'est que je suis aussi cofondateur du club des émetteurs de caution au centre de profession financière avec Philippe Lancoulen et ça fait partie des projets, c'est aussi d'évangéliser la zone euro par rapport à tout ça qui effectivement est très axée, elle, sur la garantie réelle. Dans tous les cas, c'est historique. On va aller se repositionner un petit peu sur la thématique du jour qui était aussi faire le bilan un peu de cette année 2025 sur la production de crédit. Alors, je l'expliquais, 2023, 2024, on est sur les conséquences du conflit russo-ukrainien, sur la montée des taux, sur la montée en puissance aussi très forte. Je vais mettre personne mal à l'aise, mais ça fait partie de mes chevaux de bataille sur les critères HCSF qui pour ma part, sont malvenus en termes de timing par rapport à un manque de choc d'offres aussi. Donc, on a eu un double effet qui se coule par rapport à ça. Mais en l'occurrence, on est quand même mieux en 2025 qu'en 2023 ou en 2024. On a un rebond. Est-ce qu'on peut déjà avoir un pré-bilan de ce que va donner 2025. On sait qu'on on est monté en puissance, on a sorti plutôt 9-10 milliards au début de l'année par mois. On est plutôt sur un trend de 12 milliards, avec forcément un décalage aussi dans les statistiques produits, puisque c'est des prêts décaissés et non pas des prêts accordés. Toi, chez Crédit Logement, vous avez une vision beaucoup plus prématurée par rapport à ça. Oui, on peut. Tu as raison, Bruno. On peut tout à fait déjà. Enfin, heureusement d'ailleurs, on est mi-décembre. Heureusement qu'à mi-décembre, on peut avoir une vision, on va dire, assez fine de ce qu'aura été le millésime 2025. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'a plus de querelle de chiffres. C'est que tu as plus de souvenirs en 2022, 2023. Oui. Où il y avait je vais pas rentrer là-dedans parce que moi non plus d'ailleurs, parce que la situation étant apaisée, c'est pas la peine de remettre de l'huile sur le feu. Mais c'est vrai qu'on a eu ces querelles de chiffres parce que, comme tu le dis, des fois on regarde juste pas la même chose en fait. On a ces mécanismes de décalage qu'il faut bien prendre en considération. Et d'ailleurs, le professeur Mouillard, que je salue d'ailleurs s'il nous regarde en janvier, je le poquerai et puis voilà, Michel nous regardera. Qui l'expliquait très bien, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention à ce qu'on regarde, en fait. Et donc, au moins cette année, on n'a plus ces querelles de chiffres, on a un avis unanime qui est qu'on a eu un redémarrage depuis à peu près le printemps 2024, on va dire comme ça, un redémarrage progressif du crédit immobilier. Alors, si on prend quelques chiffres, parce que c'est quand même intéressant de prendre des chiffres, on voit l'observatoire, quand on prend l'observatoire Crédit Logement CSA, troisième trimestre 2025, sur 12 mois glissants, on était sur du plus 39%. Quand on regarde les chiffres de la CPR sur le premier semestre 2025, alors là, c'est la production de crédit, on est également sur du plus 39%. Globalement. Et si on regarde les chiffres, nous, Crédit Logement, alors là, on peut aller à fin novembre, c'est un peu l'avantage. À fin novembre, on est sur les versements, enfin sur la production mise en place, on est sur du plus 35%. Donc on voit qu'on a globalement quand même des chiffres qui convergent de manière assez forte. Là où il faut y mettre un petit bémol, c'est que ces chiffres continuent d'embarquer un premier trimestre 2024 qui avait été catastrophique. Donc, je confirme. Voilà. Donc, nous, on avait eu, le point bas de nos données, ça même été décembre 2023. On avait fait moins de 3 milliards de production garantie. Donc là, vraiment, ce qui vous était adressé par les banques, ce qui était quelque chose de très, très faible. Donc, on a ce redémarrage d'activité. Là où il faut être prudent, c'est que le plus 30. Oui, il faut voir que l'assiette puis l'assiette de référence aussi de 2024 est une assiette basse. Donc forcément, c'est flatteur d'annoncer un chiffre tel que celui-ci, qui n'est pas dans la réalité.
totalement ce qu'on peut concentrer, parce que plus 35, on pourrait s'imaginer qu'on est tous débordés par les dossiers. Alors, c'est reparti, incontestablement, mais on est quand même sur un train un peu particulier. C'est pour ça que nous, on parle de doux redémarrage dans un contexte économique, par ailleurs, qui n'est pas non plus des plus florissants. Alors, la Banque de France a publié ses chiffres hier. On voit que la croissance est un petit peu meilleure que ce qu'on avait pu envisager. Bon, après, quand on dit que c'est un peu meilleur, on avait prévu plus 0,6, on va être à plus 0,8. Ouais, c'est ça. Bon, voilà, ça reste une croissance globalement assez faible. Et donc, on est sur un paysage de stabilisation un petit peu de l'activité. Et alors, nous, c'est un élément intéressant. C'est un peu ce qu'on observe maintenant quand on prend des références plus récentes. C'est ce qu'on observe sur les derniers mois. Sur les derniers mois, on voit. Alors, on n'a pas de repli d'activité. Ça y est, avec la crise politique que tu mentionnais au début, forcément, les gens vont renoncer à leur projet d'acquisition, ils vont attendre, etc. Nous, c'est pas du tout ce qu'on observe. En revanche, ce qu'on voit, c'est que si on prenait comme référence un trimestre par rapport au même trimestre de l'année dernière, et nous, si on prend novembre ou octobre par rapport à novembre ou octobre de l'année dernière, qui étaient déjà des mois redémarrés un peu, on est sur une forme de stabilisation d'activité. Donc nous, notre prévision, ça sera c'est une légère progression pour l'année prochaine, mais ça ne va pas être non plus une explosion de l'activité de crédit immobilier l'année prochaine, tel que certains pourraient se dire, parce qu'on fait plus 30%. On va continuer sur ce train-là, tant qu'à faire. Mais on reviendra un petit peu plus en détail, justement, sur la composition, parce qu'il y a des populations qui sont plus ou moins prégnantes dans ce sujet-là, et on va y revenir. Je voudrais juste, et je ne vais pas non plus rejeter de l'huile sur le feu, même si les braises sont encore un peu ardentes parfois, sur ces querelles de chiffres, la notion de renégociation, qui a souvent été mise en avant, et j'ai été un de ceux qui en plus fustigeait par rapport à ça, la notion de renégociation. Alors, nous, intermédiaires bancaires, la plupart du temps, on parle de renégociation, des conditions. Alors, j'aime bien aussi remettre les choses au milieu, et je suis un puriste dans les terminologies, mais rachat de créances, on est sur un changement d'interlocuteur. Renégociation, c'est des modifications d'un contrat, et non pas forcément, parce que dans le Vox Populi, et chez les journalistes, souvent, la renégociation, c'est je suis en train de remettre à plat mon crédit et je reprends un autre. C'est pas le cas. Et c'est ce qui a expliqué en partie d'ailleurs ces sujets-là. Oui, et tu as 1000 fois raison. C'est-à-dire qu'il y avait, notamment à une certaine époque, on regardait le bulletin mensuel de la Banque de France, il y a toujours... Et finalement, tu as très bien résumé le sujet. Il y a un fond. Il y a une petite note de bas de page qui explique ce qu'est la renégociation. Et comme tu l'as très bien mentionné, c'est la renégociation d'un des termes essentiels du contrat de crédit. Et ce qu'on avait pu voir d'ailleurs dans les années 2000, plus 2023, quand on avait cette querelle de chiffres, c'est qu'à l'intérieur, 2022 aussi également un peu, c'est qu'à l'intérieur, finalement, ça concernait surtout la loi Lemoine. Oui, c'est ça. C'est l'arrivée de l'assurance et des modifications. La possibilité de modifier son contrat d'assurance à n'importe quel moment, donc cette fameuse application de la loi Lemoine, a généré beaucoup de renégociation des contrats de crédit. Et c'est ce qui gonflait un petit peu les chiffres de production, entre guillemets, de crédit. Et là, c'est intéressant souvent d'aller voir le rapport annuel sur la production de crédit à l'habitat, où là, on a la décomposition de ces chiffres. Et on voit globalement, sur les 2-3 dernières années, on est autour de 20% de renégociation par rapport à la production de crédit. Donc il faut toujours les retraiter parce que il n'y a aucun impact productif sur l'économie, c'est ça. Par rapport à une renégociation. Et tu as 1000 fois raison de dire, attention, il faut bien mettre ce sujet-là à part. Ça peut être, alors pendant un certain nombre d'années, ça a été des renégociations de taux. On revoyait les taux. Aux années 2017, 2018. Voilà, là on était. Et puis là, sur les années plutôt 2022, 2023, c'était plus tiré par la loi Lemoine et donc la renégociation des contrats d'assurance. Bon, voilà, dont acte. Nous, on les retraite de toute façon. La Banque de France les retraite. Maintenant, je pense que c'est un peu bien inscrit dans le paysage bancaire. Les gens ont bien conscience il faut faire très attention à ces publications de chiffres et regarder ce qui vraiment a un impact sur le marché.
Merci. Alors, production nouvelle, justement, on le disait, il y a quand même des porteurs, des leviers forts sur ce marché. Souvent, on évoque la notion de primo-accession. Alors, en France, la primo-accession, elle a une définition fiscale particulière. C'est j'ai pas été propriétaire de ma résidence principale dans les 24 mois, enfin les 2 années, le texte dit, précédant mon opération et mon projet immobilier. Ces parts de primo-accédant, c'est là aussi, j'ai des choses parfois qui diffèrent selon les statistiques. On est par contre à peu près tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, dans le métier, la production de nouveaux crédits immobiliers sur les primo-accédants, c'est de l'ordre de 52-53%. Je crois qu'on peut aller à 59% sur certains sujets, selon les dispositions qu'on met. Sur ces sujets-là, Crédit Logement est forcément présent, puisque on est à la fois sur ces acteurs-là qui sont sollicités par les banques en termes de garantie, mais aussi parce que vous avez été là aussi novateur sur la tranche d'âge. Et là aussi, on va peut-être aussi casser un sujet qui est souvent ancré chez les intermédiaires en banque. L'offre que vous avez créée pour les moins de 36 ans, c'est pas une offre primo. Non, c'était pas une offre spécifiquement primo. Après, nous, c'est notre offre initio, pour y mettre un mot qui est bien connu par les partenaires bancaires avec lesquels on travaille. Donc, on permet finalement à des populations plus jeunes, comme tu le mentionnais, moins de 36 ans, de ne pas payer tout de suite les frais du cautionnement. Donc, ils payent la contribution au fonds mutuel de garantie, puisque ça, c'est le mécanisme de mutualisation des risques. En revanche, les frais de cautionnement, c'est-à-dire ce qui permet à Crédit Logement, in fine, de pouvoir faire tous ces investissements, de pouvoir finalement vivre, si on le dit de manière plus simple, ces frais-là ne sont pas payés tout de suite et sont reportés à la fin du crédit. Donc, c'est quand même une souplesse pour l'emprunteur parce que c'est un petit volume finalement, enfin un volume financier qu'il va conserver, qui lui servira. Et au moment finalement de la restitution, puisque comme on le disait au tout début, nous on va restituer une bonne part finalement du FMG à la fin du crédit quand tout s'est bien passé, on lui fera payer à ce moment-là les frais de cautionnement. Donc ça, c'est quand même un avantage. C'est pas forcément dédié à de la primo-accession. Oui, mais malgré tout, on sait que la catégorie d'âge des primo-accédants est quand même majoritairement représentée par des jeunes emprunteurs. Alors, tu as totalement raison, et c'est pour ça que nous, on ne suit pas à proprement parler la primo-accession dans nos statistiques, on n'a pas un flag primo-accédant. En revanche, on a une façon assez simple de l'approcher. C'est les tranches d'âge. C'est la tranche d'âge sans RP. En gros, le moins de 36 ans, l'offre initio sans RP préalable avec les critères que tu mentionnais, on se doute que c'est un primo-accédant. Et puis, c'est la partie du PTZ également qu'on va suivre de manière très spécifique. Et nous, ce qu'on voit, finalement, on va voir les mêmes tendances qui sont observées au niveau national. Ce qui est intéressant à regarder sur l'accession ou la primo-accession, puisque finalement, il y a une vraie corrélation entre les deux notions. On s'est aperçu que l'accession a été un peu booming entre les périodes 2012 à 2021. Je mets 2021 volontairement parce qu'il y a eu 2020 qui est la crise sanitaire, qui a créé une dent creuse et qui du coup pas forcément facile à lire. Mais de 2012 à 2021, les conditions de crédit sont plutôt favorables, donc l'accession progresse et forcément la primo-accession en tire pleinement bénéfice. Depuis 2021, on s'aperçoit que c'est un mécanisme qui a été inverse. Je ne vais pas reciter ce que tu mentionnais, la crise ukrainienne, le HTSF qui a été quand même un épisode assez dur, finalement, pour les primo-accédants. Pour encaisser, oui, c'est ça. Oui, parce qu'on change les règles du jeu, entre guillemets, où on était plutôt sur du 30 ans assez facilement sur les primos. Exactement. Et d'un seul coup, on donne des barrières, même s'il y a eu des assouplissements qui ont été donnés par la CPR par rapport à ça. Mais il n'empêche qu'effectivement, il a fallu encaisser et surtout, tout le monde de la distribution du crédit qui a dû encaisser, digérer ça dans sa stratégie de communication et de distribution. Tout à fait. Et en sachant en plus, et là aussi tu l'as très bien dit tout à l'heure, on le fait à un moment où de toute façon le marché était déjà en situation un petit peu d'amorcer à une forme d'atterrissage.
atterrissage doux ou plus dur, je ne sais pas, à cause de la crise ukrainienne, à cause du retour de l'inflation. Oui, puis on fait 3 années de suite plus d'1 million de transactions. Les armes montent pas au ciel. Hein. Tout à fait. Et donc cette primo-accession a été très lourdement pénalisée dans les années 2021 à 2024. Et nous, on le voit. Alors, c'est là où il peut y avoir une difficulté d'analyse par endroit. C'est que il y a la notion de volumétrie brute et la valeur relative. La volumétrie brute de l'accession et de la primo-accession a fortement baissé dans les périodes 2021 à 2024. Ça, c'est clair et net. En revanche, la part relative de la primo-accession, elle, reste à un niveau assez stable, voire même meilleur. Pour tout te dire, nous, on a fait des statistiques il y a de ça peu de temps, entre 2021 et 2025. Nous, on est un peu plus bas que les 50% que tu citais, mais sur la cible que je te mentionnais tout à l'heure, on est passé de 30 à 36%. D'accord. Donc ça veut dire que la part des primo-accédants a monté, mais en même temps dans un paysage qui était fortement baissier. Donc, et c'est là où parfois on a du mal à s'y retrouver, parce qu'on dit « Ah, mais non, il n'y a pas de problème sur la primo-accession ». Bah si, la primo-accession a fortement baissé, mais la part relative de cette primo-accession, elle reste à un niveau qui est globalement assez stable, voire en légère augmentation. On voyait notamment les chiffres de début 2025, y compris au niveau national, qui sont sortis par la Banque de France. On est en progression sur la primo-accession. Alors, dans les sujets qui sont sur la primo-accession en général, hein, sans faire de focus, mais on a dit qu'on se concentrait un peu sur cette population-là, c'est la notion de solvabilité des ménages, puisque le HCSF, en bloquant à 25 ans, gêne, entre guillemets, les gens qui sont dans le démarrage de la vie, parce que les revenus sont moins élevés. La deuxième chose, il y a quand même eu, même si elle n'a pas été aussi sévèrement pointée du doigt, la notion d'apport personnel qui a été quand même très largement soutenue auprès des établissements bancaires pour faire attention par rapport aux aléas et aux yo-yo du marché. Et la résultante de ça, c'est comme il n'y a pas eu choc d'offre, comme je disais tout à l'heure, sur le logement, on a une pression sur les prix. Et j'étais sur le congrès FNAIM encore, c'était un des gros sujets. C'est qu'aujourd'hui, à défaut d'avoir une offre suffisante, on soutient des prix de marché. Et quand on a un soutien de prix de marché sur le sous-jacent, c'est-à-dire le bien qu'on va acquérir, et que derrière, on a des taux d'intérêt qui ont légèrement rebondi, même si je reste très modéré par rapport à ça, parce qu'il faut avoir de la mémoire et non pas vivre à 1 an. Dans ces conditions-là, la seule contrainte sur laquelle on peut jouer, la seule variable, c'est la durée. Et on voit cet allongement très net, parce que je crois que sur les dernières statistiques, alors en ce qui vous concerne, je crois que c'est 250 ou 251 mois la moyenne. Sur la Banque de France, on est aussi dans ces eaux-là. C'est une évolution qui se voit là-dessus vraiment tangible, y compris sur les derniers mois, ou est-ce qu'on va commencer à toucher des points maximum plus on s'avance vers les 25 ans, on va toucher ça. De toute façon, on a un plafond naturel du HCSF qui est à 25 ans. De toute façon, nous, ce qu'on voit, c'est que ça fait, comme tu le mentionnes, ça fait maintenant plusieurs trimestres qu'on est autour de 250 mois. Donc l'Observatoire republiait du mois de novembre du 250 mois. Alors un jour c'est 251, un jour c'est 248, oui, mais globalement, et si on regardait des statistiques, en 2022 c'était 243 mois, en 2023 247, en 2024 250, et nous sur 2025 on est même à 252. Statistiques de Crédit Logement. Mais qui sont complètement comparables, puisqu'on alimente beaucoup, bien évidemment, l'Observatoire Crédit Logement CSA, qui sont comparables à ce qui est publié dans le cadre de l'Observatoire par le professeur Mouillard. Donc, c'est une tendance de fond, et comme tu le mentionnes justement, c'est que finalement, la durée, c'est ce qui permet d'accompagner l'emprunteur aujourd'hui, c'est ce qui permet de le solvabiliser. Et ça a été l'élément de solvabilisation de l'emprunteur. Donc aujourd'hui, on risque de rester sur une tendance assez établie, autour des 250 mois. Est-ce qu'on continuera de monter à titre personnel peut-être un petit peu, mais je ne le pense pas de manière très forte, parce qu'on a ce plafond des 25 ans du HCSF. Par contre, ce que l'on voit, c'est que on a effectivement une tendance à avoir de plus en plus de ménages aujourd'hui qui font des prêts à 20 ans maximum, au maximum de ce qui est possible. Donc, et
un élément, c'est qu'on a beaucoup à un moment évoqué pendant la... Alors ça, c'était aussi un des points de désaccord, moi, pour avoir participé à quelques réunions aussi ministérielles ou autres. Un des points qui était souvent évoqué, c'est de dire oui, mais il n'y a pas assez d'accompagnement des établissements bancaires. En fait, pas du tout. L'accompagnement de l'établissement bancaire, il est parfaitement visible sur les durées longues. Les établissements bancaires aujourd'hui ont une vraie volonté d'accompagner les emprunteurs dans leur acquisition immobilière, si tant est bien évidemment que le dossier est de qualité. C'est-à-dire que on a toujours cette analyse de la solvabilité de l'emprunteur. Et franchement, moi, je trouve que l'attitude des banquiers... Elle est plutôt responsable. Elle est très responsable et elle est même assez remarquable, je trouve, globalement. Donc, ils ont été vraiment très dans l'accompagnement dans l'accompagnement des emprunteurs, avec des règles du jeu qui n'étaient pas forcément faciles dans un premier temps pour eux à mettre en place, parce que... il y avait plein de chocs, plein de décisions d'encadrement. Et puis ce HCSF, voilà. C'est à un moment, souvent on leur dit oui, mais vous n'utilisez pas totalement, puis le HCSF, tu sais qu'on a une marge. Oui, il y a les 20%, dont. Sauf que forcément, comme c'était contraignant et qu'il y avait une possibilité d'être sanctionné quand on dépassait. C'est un peu, moi je prenais souvent le parallèle de la voiture. C'est si vous savez que vous n'avez pas de compteur, vous êtes pour autant limité à 130 km/h. On se met pas au taquet, vous vous mettez à 110. Et vous roulez pas à 130 parce que vous voulez éviter d'être pris par la patrouille. Et là, donc, il y avait un petit peu ce sujet-là qui se posait à une certaine époque. Surtout quand on pilote un réseau national avec des inerties et des remontées de statistiques qui, du coup, se retrouvent. Alors, on a évolué en 2024 avec et là-dessus et fin 2024 sur la possibilité de lisser davantage, et en 2025 sur 2 trimestres, etc. Mais ça reste quand même une contrainte assez lourde par rapport aux banques, et surtout c'est dans la stratégie de distribution. Moi, je suis souvent à la défense, entre guillemets, aussi du système bancaire. C'est que c'est pas évident pour eux de piloter ça. Si jamais j'injecte d'un seul coup une agressivité commerciale sur des barèmes de taux, dont on va parler après, et tout ça. Mais derrière, après, il y a une mise en branle, et puis il y a un stop, et c'est des grosses machines, et on freine pas comme ça du jour au lendemain d'un seul coup. C'est compliqué. Effectivement, c'est compliqué de freiner une machine. Après, moi, la vision que j'ai pour échanger très régulièrement avec eux, je pense que alors, beaucoup seraient contents quand même d'avoir un assouplissement. Ça, je pense que personne maintenant ne voit d'assouplissement du HCSF. C'est maintenant bien assimilé, globalement, je trouve, dans les réseaux bancaires. Alors, forcément, il y a eu des réalignements. Il y a aussi des nouveaux outils qui ont été développés pour être sûr de mieux le piloter, quelque part. Bon, je suis pas sûr que pour les années à venir, ça va être que ce HCSF va rester une contrainte forte, parce que je pense que les gens se sont adaptés. Alors, est-ce qu'on pourrait faire mieux en termes de production de crédit immobilier s'il y avait un petit peu plus de souplesse ? Peut-être. Moi, ma vision, c'est que je trouve dommage qu'on résume le crédit immobilier à 2 critères qui sont un 25 ans et... sans tenir compte du reste à vivre, sans tenir compte du différentiel sur des revenus locatifs ou des choses comme ça. Et ça, c'est des sujets... ça fait partie des gros combats que je porte et que je continue de porter tant qu'on n'aura pas fait entendre ce sujet-là. Là-dessus, pour quand même suivre tout ce qu'on a évoqué, sur ces statistiques, la durée initiale, il y a quelque chose qui me frappe toujours dans les décisions et dans les argumentations qui sont mises en avant par certains défenseurs des durées courtes et qui sont occultées, c'est la duration, c'est-à-dire la durée réelle de détention du crédit. En France, on a quand même beaucoup axé, et les banques de réseau ont beaucoup axé la survivance de leur taux fixe, parce que cette durée réelle de détention du crédit, elle reste relativement stable. On a une poussée là depuis 2-3 ans, compte tenu des conditions du marché et du choc d'offre de logement. On a plutôt une poussée vers 10 ans, 10-12 ans, mais avec toujours sur le urbain qui est aux alentours de 7-8 ans. C'est des sujets aussi que vous voyez apparaître chez Crédit Logement, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un taux de défaillance, par exemple, qui pourrait monter au-delà d'une certaine durée? Et deuxièmement, est-ce que cette duration, elle est vraiment constatée aussi dans les statistiques d'encours?
Sur la duration, nous, on l'a vu effectivement augmenter un petit peu. Alors, d'ailleurs, c'est le chiffre que tu mentionnais. Nous, à Crédit Logement, on est plutôt autour de 7 ans. D'accord. En termes de duration des garanties. Est-ce que ça veut dire que vous êtes plus sur de la population urbaine ou c'est parce que c'est la typologie de crédit? On a un petit peu plus d'urbain, probablement aussi à Crédit Logement. On a une forte présence sur Paris, région parisienne, avec peut-être une rotation plus rapide également. Mais en tout cas, c'est nous ce qu'on observe. Moi, j'ai passé de nombreuses années en banque. C'est vrai qu'on était plutôt sur du 10 ans, 10-11 ans globalement en termes de duration. C'est sûr que les durées moyennes qui s'allongent augmentent progressivement cette duration. On n'observe pas. Nous, en matière de risque, ce qu'on dit souvent, c'est que forcément, nos risques sont très liés au paysage économique. Par rapport à ta question sur les risques, c'est très lié notamment au phénomène du chômage ou donc à des indicateurs macroéconomiques. On observe une petite remontée de nos risques, mais très tendancielle, mais aussi parce qu'on avait atteint des points tellement bas que de toute façon, on ne pouvait plus aller plus bas. Donc il était tout à fait légitime à un moment que les risques remontent un petit peu. Mais les risques restent très faibles globalement sur le marché du crédit de l'immobilier. Donc oui, la duration augmente. Est-ce qu'il y a une augmentation des risques liés à cette duration? Nous, on ne fait pas forcément le lien aujourd'hui. De toute façon, ça serait beaucoup trop tôt pour qu'il arrive pour le faire. Et puis, on a des niveaux de risque globalement qui se stabilisent à des niveaux qui sont quand même très toujours faibles. très faibles, bien sûr. C'est ce qui fait d'ailleurs la force, c'est ce qui a permis d'ailleurs aussi d'aller négocier sur le contingentement et le recyclage, entre guillemets, dans les statistiques des crédits garantis par le cautionnement, contrairement aux garanties hypothécaires, même si, je répète, il faut quand même qu'on reste prudent parce qu'on sent bien que l'Europe voudrait bien qu'on s'aligne un peu plus sur les standards européens de tous les pays là-dessus. Quand on parle de crédit, comme je disais, on parle forcément de taux d'intérêt. Alors, ce yo-yo qui était lié aux politiques anti-inflationnistes ont eu un impact, quoi qu'on en dise. À défaut d'être psychologique, même s'il l'a été, elle est aussi sur la production parce que ça désolvabilise quelque part. On est aujourd'hui sur une évolution des taux d'intérêt qui est, somme toute, assez stable. Moi, je vois pas. On a des banques qui ont quand même bien absorbé ça. Est-ce que cette évolution des taux d'intérêt aujourd'hui, on va simplifier la vie, l'Observatoire produit les statistiques, on est aux alentours de 3,13, 3 en taux moyen. Oui, c'est ça, 3,12, 3,13. Sachant que ce taux moyen, il tient compte de toutes les durations et les durées. Moi, j'ai les barèmes bancaires. On est plutôt aujourd'hui, si on prend du 20, 21 ans, qui est la durée moyenne initiale, on est plutôt aux alentours de 3,40, 3,35, 3,40. On a un effet sur la défaillance et on a un effet sur la diminution qui se sentent aussi par rapport à ça, par rapport aux banques qui vous sollicitent et qui ont des barèmes moins agressifs. Est-ce qu'il y a du coup moins de recours à Crédit Logement ? Non, alors par contre, ce qu'on observe de manière très forte, c'est que quand on n'est plus dans le marché, c'est-à-dire quand on est au-dessus des taux qui sont pratiqués par les concurrents, on a plutôt tendance à engranger des moins bons risques. Mais ça, c'est quelque part assez logique. C'est-à-dire qu'on va avoir une typologie d'emprunteurs qui vont venir dans l'établissement de crédit qui pourraient être concernés. Si on est d'accord pour payer du 3,50 alors qu'un... Ça veut dire qu'on a assimilé à la prime de risque. Voilà, donc forcément on voit qu'il y a une corrélation forte entre les niveaux de risque, et donc, y compris des niveaux d'appréciation du dossier de crédit que nous on peut avoir en vision au niveau de nos systèmes experts ou au niveau de nos analystes. C'est que là, généralement, quand on a des taux qui sont positionnés très haut, on est sur des moins bons dossiers, en règle générale. Sur les crédits, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, et là je sors un petit peu du domaine qui est lié purement au risque,
c'est comme tu le mentionnes, on est sur des niveaux de taux qui ont plutôt tendance à se stabiliser. On était parti, alors on a eu un premier trimestre qui était favorable, Oui. puisqu'on était parti de 3,30 en début d'année, fin d'année dernière. On est assez vite descendu sur du 3,07, 3,08, et on est vers le mois d'avril. Et depuis le mois d'avril, on a été sur une tendance légère remontée. Mais on voit que c'est une très légère remontée, puisqu'aujourd'hui, on est à 3,12. Et là, nous, on avait plutôt prévu que les taux remonteraient un peu d'ailleurs en fin d'année. Moi aussi, je vous suivais là-dessus. Voilà, moi, j'ai été vu 3,25, ouais, c'est ça, 3,25, 3,30. 3,25. Et on est assez, finalement, alors agréablement surpris par les taux actuels, puisqu'on voit qu'on se stabilise autour de 3, allez, on va dire entre 3,10 et 3,15 hein, pour les grandes. On avait peut-être raison un peu trop tôt, parce que aujourd'hui, on a eu une OAT qui... j'ai fait une table ronde avec justement les banquiers pour savoir un petit peu les dessous d'une constitution d'une grille de taux. Mais aujourd'hui, on a une OAT qui a été très sage au regard des conditions normalement qui auraient dû infléchir sa cotation. On sent doute que le marché a aussi digéré ça par anticipation, les évolutions de l'environnement. Mais en l'occurrence, là, on a quand même depuis quelques jours de nouveau une poussée, puisqu'on est remonté aux alentours de 3,58, etc. Donc, l'ensemble des banques que je consulte me disent de toute façon, on va quand même avoir une pression, un poil à la hausse. Comment Crédit Logement l'anticipe ça? Parce que tu le disais, si j'ai des taux un peu plus hauts, en général, j'ai un risque qui déraille un poil. Est-ce que ça veut dire que vous anticipez aussi soit une contraction de la production de crédit ou au contraire une augmentation du taux de défaillance par rapport à ça? C'est une bonne question. Alors nous, aujourd'hui, notre anticipation, c'est effectivement que les taux, on a peut-être eu raison trop tôt, que les taux vont monter. On voyait dans la dernière publication de l'Observatoire, on était plutôt, nous, sur le premier trimestre 2026, sur du 3,30 globalement en pointe, on pourrait monter à 3,30. 3,30 reste fondamentalement un très bon taux. Ça reste un très bon taux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des sondages qui ont été réalisés, notamment il y a eu un sondage très intéressant qui avait été fait par le groupe bancaire BPCE avec Audirep, qui posait la question à un emprunteur, c'est quoi pour vous un bon taux, quelque part? Et ce qui était intéressant, c'est que on progressait dans l'idée des emprunteurs qu'un taux à 3 et au-dessus de 3 restait un bon taux. On gagnait en quelques mois, on gagnait 5 points. On passait de 24% à 29%. Ça veut dire qu'il y a une forme de prise de conscience aujourd'hui de l'emprunteur que les taux actuels sont des bons taux. Et que c'est peut-être le bon moment d'ailleurs de faire ces opérations immobilières, puisqu'on voit qu'on a une stabilisation des taux, on a une légère poussée sur les prix, mais pas non plus de manière délirante les prix de l'immobilier. Et donc aujourd'hui, il y a un moindre attentisme quelque part qui est en train de se réaliser sur le marché. Donc nous, notre prévision, c'est pas du tout, et on en parlait au début, on pense pas que la légère remontée des taux va avoir un induit négatif sur la production de crédit immobilier. On est plutôt sur une tendance de stabilisation de l'activité l'année prochaine. C'est-à-dire, on va avoir un marché qui va se stabiliser au niveau qui est un bon niveau quelque part de 2025. Quant à l'influence sur les risques, l'influence qu'on a sur les risques, c'est plutôt finalement en différentiel, c'est-à-dire celui dont on sait qu'il emprunte à un niveau plus élevé, on va avoir, nous, une attention plus forte, parce que s'il doit emprunter à 3,50 et qu'il est prêt à accepter un taux à 4%, alors que la tendance du marché, c'est 3,50, c'est forcément que son dossier est moins bon, en règle générale. Donc il y a une vraie... À un moment, de toute façon, forcément, et la prime de risque est liée... Enfin, le taux est lié à une prime de risque, quelque part. Donc, nous, on ne voit pas forcément l'année prochaine, on sera sur un mécanisme de remontée tendancielle de nos risques également, comme on a pu l'observer sur l'année 2025, mais on ne voit pas de signes avant-coureurs. On n'a pas de...
L'avantage, excuse-moi de te couper, mais l'avantage du taux fixe en France, c'est que le risque, il est immédiatement constaté. Il faudrait qu'il y ait une défaillance de la solvabilité, mais plutôt par la partie chômage ou accident de vie ou sociologiquement parlant, les séparations et tout ça, qui sont des moments compliqués. Mais en fait, le client, quand il a emprunté, on sait que le plan de financement et le remboursement, il est calé. Donc voilà. C'est un critère. Tu as raison, c'est un critère. Et d'ailleurs, moi, souvent, je ne parle pas de taux fixe à titre personnel. Je parle de taux fixes qui sont variables à la baisse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que dans le paysage bancaire français, l'emprunteur, il a un avantage très important par rapport à ce qui peut se passer dans d'autres pays par ailleurs. C'est qu'il emprunte, il sait exactement à quel taux il emprunte. Et potentiellement, si les taux étaient amenés à rebaisser de manière assez forte, il pourra renégocier, en règle générale, il renégocie son taux de crédit. Donc on est vraiment sur des taux fixes variables à la baisse. Donc c'est très attractif pour lui, et tu as 1000 fois raison, il n'y a pas de raison on anticipe une remontée des risques par rapport à cette mécanique de taux d'intérêt. Donc la remontée des risques, elle est tendancielle par rapport à un paysage économique oui, c'est ça. Qui a tendance on sait que les prévisions du taux de chômage de l'année prochaine sont plutôt orientées à la hausse. Alors on reste sur des taux qui restent pas fondamentalement par rapport à ce qu'on a pu connaître dans les plus mauvaises années trop élevés, mais on va retangenter plutôt vers du 8%. Bon, oui, donc forcément ça génère un petit peu plus de risques. Avec, et j'en finirai là-dessus sur cette notion de risque, avec vraiment une poussée, je trouve, de nouveau sur la demande d'apport personnel. Est-ce que ce sont des données tendancielles que vous avez aussi chez Crédit Logement, c'est-à-dire qu'il y a une part d'apport personnel qui est demandée. Alors, je mets de côté les histoires de comparaison, une fois encore, statistiques, parce que aller comparer les 50% d'apport personnel au moment du vrai problème du HCSF, quand il s'est mis en place avec le taux d'usure, où là, il n'y avait pas d'autre choix. Si on n'avait pas un apport significatif, on était bloqué. Mais aujourd'hui, on semble se stabiliser sur des apports personnels. Ce qui amène d'ailleurs à poser le sujet, c'est cette catégorie d'emprunteurs qui ont recours au crédit immobilier où la part, une fois encore, proportionnelle des primo-accédants est forte, mais les seconds accédants qui ont un petit peu ralenti leurs initiatives là-dessus, ça veut dire que c'est un paysage qui est en train de légèrement se bouger au niveau du crédit. On va avoir quand même encore une poussée du primo. Alors, juste pour revenir très rapidement sur l'apport personnel, nous, ce qu'on a quand même observé, c'est que on a vu une forte poussée de l'apport personnel, notamment en 2023-2024. 2024, nous, statistiques, on était monté à 17% d'apport personnel, ce qui était un niveau très élevé par rapport à ce qu'on avait connu. Là, on est plutôt sur 14-15. Oui, on est redescendu, nous, à 15. Ce qui d'ailleurs a donné un peu de souffle, parce que 2 points, c'est quand même pas rien, et ça a donné quand même un peu de souffle à pas mal de dossiers. Ce qu'il faut quand même aussi noter pour les primo-accédants, et là ça rejoint plus ta question, c'est que y compris sur les taux, on voit que les plus petits profils, par contre, dans le cas d'une évolution de taux, vont souffrir un peu plus. C'est-à-dire qu'on va repositionner, on va avoir des augmentations de taux sur les... Alors nous, on aime bien suivre les 3 SMIC, 3,5, 5 et plus, etc., etc. On voit que les taux ont remonté peut-être un petit peu plus fort, quand ils ont remonté un peu, sur des profils plus modestes. Donc là, forcément, ça va jouer sur ces fameux critères, de primo-accession. Et comme tu le mentionnes, on voit que par contre, on a la secondo-accession qui, elle, a repris un petit peu plus de vigueur sur les derniers mois, globalement. Donc, alors, est-ce que ça va recomposer le paysage global difficile à dire. Difficile à dire. Je pense qu'on a quand même, en valeur relative, la primo-accession qui restera quand même à un bon niveau. Aussi parce qu'il y a eu des allégements sur le PTZ, il y a pas mal de sujets qui sont sur la table sur ces thématiques-là.
Bon, je pense que la primo-accession va quand même garder... Nous, on voyait, notre courbe est une courbe ascensionnelle. Alors, d'ailleurs, c'était assez drôle, parce qu'à un moment, je m'étais intéressé à juxtaposer notre propre courbe à celle de la Banque de France. Et on voit qu'on est vraiment sur des courbes qui sont totalement très parallèles. Parallèles. Alors, on est un peu en dessous en termes de pourcentage, mais globalement, en termes de rythme, on est complètement conforme à ce qu'on observe. Et moi, j'anticipe pas un fléchissement de cette courbe de la primo-accession. Alors, dernière question, et j'en finirai là, c'est la senioralité, sujet aujourd'hui mis en avant pour d'autres raisons sur la place publique, mais derrière, c'est une part de clientèle qui est régulièrement sollicitée par les établissements bancaires auprès de Crédit Logement, où généralement le patrimoine déjà constitué est suffisant pour évidemment se passer d'un cautionnement mutuel. La tendance et derrière la question finale, ça sera est-ce qu'il y a des sujets ou des innovations qui sont poussées ou des réflexions qui sont poussées pour accompagner cette clientèle-là qui a des besoins très différents les unes des autres. Il n'y a pas un senior qui répond à un besoin du même senior à côté. Non, c'est un vrai thème pour les prochains mois, la seniorisation finalement. Alors, on dit souvent silverisation, il y avait ce côté-là un peu de l'économie. Et nous, c'est un thème sur lequel on travaille de manière, là actuellement, de manière très profonde. Parce qu'on voit bien qu'il va y avoir le sujet... en fait, on va toucher au sujet du vieillir chez soi. Et le sujet du vieillir chez soi peut appeler alors soit des travaux d'aménagement, soit éventuellement des changements finalement de lieu. C'est-à-dire de se dire, je vais sur des maisons, je vends ma maison et je prends une maison plutôt plein pied, ce genre de choses. Et nous, on a aujourd'hui des discussions très approfondies. Donc les établissements bancaires, ils travaillent également de manière très active, parce qu'on voit bien que tout de suite derrière, on va toucher à des problèmes d'assurabilité. Bien sûr. Voilà. Et donc nous, c'est là-dessus qu'on travaille. On se dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et c'est des projets de très court terme qu'on va mettre en œuvre. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans l'aménagement de nos propres offres pour faciliter finalement ce vieillir chez soi? Donc c'est un chantier qui est en cours, on est en plein dedans actuellement, et avec un objectif d'avoir un peu une offre sur étagère pour la population plus senior dès 2026. Mais vraiment quelque chose qui répondra à des critères très précis de cette seniorisation. Donc il y a des tas de sujets juridiques qu'il a fallu traiter parallèlement à cette thématique-là, mais c'est un vrai sujet qui va se poser dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et nous, notre objectif, c'est d'être prêts pour accompagner nos partenaires bancaires, être prêts dès 2026 à leur côté pour faire une offre à destination de cette population. Merci beaucoup Fabien, c'est toujours un bonheur de recevoir les gens de chez Crédit Logement, et en plus quand c'est les têtes pensantes. Merci pour toutes ces précisions. Moi je vous invite, vous auditeurs, à consulter l'observatoire mensuel, et puis il est même doublé d'un observatoire trimestriel depuis quelque temps. C'est disponible en public, donc n'hésitez pas à le faire, et puis à lire les études de Michel Mouillard, que je salue également au passage, puisqu'on collabore ensemble sur d'autres sujets. Dans tous les cas, merci Fabien, merci à Crédit Logement pour ce point très précis. Je vous donne quant à moi rendez-vous à une prochaine émission. Bonne journée à vous. Fan de crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit.